Bonjour. Donc, un rappel des règles de prescription pour les internes des docteurs en médecine. Au menu, quelques principes de base de la prescription, des principes généraux autour de l'ordonnance, les différentes classes de médicaments du point de vue de la prescription, et enfin le rôle du pharmacien et des aspects juridiques importants à garder en tête. D'abord, quelques principes de base de la prescription. Le diplôme d'état de docteur en médecine confère le droit de rédiger des ordonnances et j'aime bien comparer ça au droit que 007 a de tuer de par la reine d'Angleterre. En clair, avec une ordonnance mal rédigée, on peut tuer un patient et donc la prescription, c'est vraiment l'acte ultime de la médecine. Quelques rappels assez évidents. D'abord, la non-prescription d'un médicament peut être une prescription, c'est d'ailleurs parfois la meilleure. La manière de prescrire vaut parfois autant que ce que l'on prescrit. La façon de présenter la prescription à un patient est extrêmement importante. Si le patient n'a pas compris sa prescription, le traitement sera un échec. Et donc finalement, rater sa prescription, c'est rater sa médecine. En fait, la prescription, c'est la balle de match. Vous faites des beaux raisonnements diagnostiques et à la fin, ce qui compte, c'est l'intervention du médecin par la prescription. Enfin, il faut garder son sens critique. Je vous ai pris l'édition 1914 du dictionnaire Vidal, dans lequel il était recommandé de prescrire des cigarettes américaines. Le roi, Leroy, américaine, ça fait toujours chic. Et comme vous voyez, les indications étaient l'asthme, le coryzal, la laryngite, bronchite chronique, bref, toutes les pathologies induites par le tabac. Alors, on a fait quelques progrès depuis, mais quand même, la problématique reste importante à garder en tête. La prescription, elle doit être critique. Elle doit être d'autant plus critique que l'industrie pharmaceutique, qui est un commerce et à ce titre utilise les techniques de vente de n'importe quel commerce. Sauf que cette fois-ci, l'acheteur, c'est le prescripteur et en fin de compte l'État, puisque en France, pour l'instant, les médicaments sont encore assez bien remboursés. C'est donc au prescripteur, à vous, de faire la part des choses, car ce n'est évidemment par nécessité pour lui, pas l'industriel qui la fera. Je vous ai montré quelques exemples de publicités trouvées dans le quotidien du médecin qui, je pense, n'ont plus cours aujourd'hui, mais pour vous montrer la capacité que les marketeurs de l'industrie ont de véhiculer des images fortes n'ayant strictement rien à voir avec la médecine fondée sur les preuves pour pousser les médecins à prescrire leurs produits. Encore illustré ici, évidemment, cette publicité a disparu. Le Pradaxa, qui au demeurant est tout à fait un bon anticoagulant direct de nouvelle génération, avant d'être mis sur le marché, se vendait, si je puis dire, avec un arbre foudroyé en forme de cerveau pour véhiculer l'idée que la prescription du Pradaxa allait éviter des accidents vasculaires cérébraux, ce qui est vrai, mais pas fondé sur une telle image allégorique, en revanche fondé sur des essais cliniques et thérapeutiques bien conduits. Quelques principes généraux maintenant autour de l'ordonnance. Qui peut prescrire des médicaments? Alors, tous les docteurs en médecine habilités à exercer en France et inscrits au Conseil de l'ordre des médecins, il ne suffit pas d'avoir une thèse, il faut payer sa cotisation au Conseil de l'ordre. Restreints à leur spécialité, les chirurgiens dentistes, les pédicures, les podologues, notamment pour des topiques, les sages-femmes, et pour ce qui est des substituts nicotiniques, la prescription a été élargie aux kinés, aux infirmiers, aux sages-femmes, aux médecins du travail et aux chirurgiens dentistes. Par dérogation, les résidents stagiaires sous couvert et pour le compte de leur maître de stage et les internes de médecine des hôpitaux sous couvert de leur chef de service, c'est-à-dire pas les externes des services, les étudiants hospitaliers. Un interne qui prescrit le fait sous la responsabilité de son chef de service qui va en prison avec lui si jamais il y a une prescription qui amène les médecins devant les juridictions nationales. Qu'est-ce que doit être une ordonnance? C'est évidemment une transmission d'informations, d'instructions du médecin vers d'abord le malade, le pharmacien, le kiné, l'infirmière, tout professionnel de santé impliqué dans la prise en charge, et les organismes de sécurité sociale. Elle doit donc être claire, bien écrite, intelligible, pas ambiguë, fondée sur les données de la science, et il faut s'assurer que le malade, ou à défaut son entourage si le malade n'est pas en capacité de comprendre, que donc le malade l'a comprise, c'est-à-dire passer du temps à lui expliquer pourquoi on lui a prescrit ce médicament, comment le prendre, quels sont les éventuels effets indésirables et comment les gérer sans être anxiogène,
et s'assurer du résultat de cette communication, puisque une ordonnance qui n'est pas comprise, ce sera un traitement mal suivi. Sur le plan de la rédaction de l'ordonnance, il y a des éléments administratifs, l'identification du prescripteur, nom, prénom, adresse, numéro RPPS, téléphone, signature lisible, on rigole. La date de prescription, très importante, c'est celle du jour de la rédaction, c'est médico-légal, il ne faut jamais ni antidater ni post-dater une prescription. Enfin, l'identification du patient, son nom, son prénom, éventuellement son sexe, son âge et son poids, qui n'est obligatoire que pour la prescription en pédiatrie. Pour chaque médicament, on indique son nom, d'abord par la dénomination commune internationale, cette DCI, c'est une mention obligatoire depuis 2015, éventuellement le nom de la spécialité commerciale, ça n'a pas grande importance puisque le pharmacien peut substituer une spécialité par un générique, le dosage unitaire, la quantité par prise, la forme, comprimé, gélule, crème, la posologie, le nombre de prises par unité de temps et si besoin, les horaires de prise, si besoin des instructions particulières, par exemple par rapport à la prise, au repas ou à des précautions d'utilisation, la durée de traitement, très important, puisque les patients ne sont pas forcément au courant de la durée sur laquelle ils doivent prendre leur traitement. Enfin, indiquer la durée de l'ordonnance, la mention à renouveler ou non, on y reviendra, et une signature sans laisser d'espace entre la dernière prescription et la signature du praticien pour éviter que le patient rajoute des lignes. Ces ordonnances peuvent avoir des rédactions particulières qui engagent lourdement la responsabilité du médecin. Par exemple, un dépassement de posologie habituelle, hors des indications de l'AMM. Dans ces cas-là, il faut écrire « je dis » et la posologie en toutes lettres. On peut être amené à faire ça quand on connaît son patient et qu'on sait qu'on peut lui administrer des posologies inhabituelles. On peut demander à ce que le médicament soit non substituable. C'est quelque chose qui a été très restreint récemment, j'y reviendrai plus tard. Et enfin, on peut tout à fait prescrire des médicaments hors indication d'AMM, c'est sous sa responsabilité, et il faut préciser NR devant le nom de la spécialité non remboursable pour que la sécurité sociale ne prenne pas en charge cette prescription hors AMM. Il y a 4 types d'ordonnances. Les ordonnances simples, qui sont le plus souvent utilisées, les ordonnances sécurisées pour la prescription des stupéfiants ou pour le stock du médecin pour son usage professionnel. Un médecin peut aller dans une pharmacie et acheter avec sa carte de cotisation au Conseil de l'ordre un stock de médicaments qu'il peut éventuellement donner aux patients qui le consultent. Ensuite, il y a les ordonnances bizones pour les affections de longue durée, les ALD, avec une zone en rapport et une zone hors du rapport avec la longue maladie, et il faut respecter ces deux zones. On risque de se faire remonter les bretelles par la sécurité sociale. Et enfin, il y a des ordonnances particulières pour les médicaments d'exception et pour des médicaments de prescription restreinte qui sont réservés à certains spécialistes. Et puis, ce n'est pas une forme d'ordonnance, mais en milieu hospitalier, il y a le cahier de prescription ou le logiciel de prescription qui est le support sur lequel se fait la prescription médicale. Les différentes classes de médicaments du point de vue de la prescription. Il y a 3 différentes classes de médicaments de ce point de vue. Les médicaments à prescription médicale facultative, ceux qui sont en vente libre pour l'automédication. Ils sont disponibles sans ordonnance le plus souvent, mais peuvent éventuellement l'être avec. Ils sont très rarement remboursables, le plus souvent non remboursables. Il y a surtout les médicaments des 3 listes officielles, ce que vous serez le plus souvent amené à prescrire, les médicaments de la liste 1 et 2 des substances dites vénéneuses, qui se prescrivent sur ordonnance simple, et les stupéfiants qui se prescrivent sur des ordonnances sécurisées. La fabrication, la vente, la détention, l'usage des médicaments des 3 listes nécessitent une autorisation spéciale. Enfin, il y a les médicaments à prescription restreinte et les médicaments d'exception qui sont particuliers. Voilà les caractéristiques des 3 listes officielles. Je ne vais pas tout détailler, juste pour dire que la liste 1 est celle des médicaments le plus souvent utilisés en médecine, sur une ordonnance simple, non renouvelable par défaut, sauf mention contraire, avec une durée maximale de validité de 12 mois,
si c'est spécifié sur l'ordonnance, un peu moins pour les hypnotiques et les anxiolytiques pour éviter les surprescriptions, et la quantité délivrée par le pharmacien se fait par fraction de 28 jours, sauf pour les contraceptifs oraux qui peuvent être administrés, qui peuvent être délivrés par le pharmacien pour une période de 3 mois. La liste 2, elle est par défaut renouvelable, sauf mention contraire à ne pas renouveler. Là encore, même principe de la durée maximale de validité et de la quantité maximale délivrée par le pharmacien. Et enfin, les stupéfiants sur ordonnance sécurisée, avec des durées de 7 à 28 jours selon la substance et la forme pharmaceutique, et là encore, quantité délivrée de 7 à 28 jours selon la prescription. Une ordonnance doit être présentée la première fois moins de 3 mois après sa rédaction. Au-delà de 3 mois, elle n'est pas valide, d'où l'importance de la date. La prescription des stupéfiants comprend principalement les stupéfiants vrais, morphiniques, et des médicaments qui sont soit sur la liste des stupéfiants, soit sur la liste 1, soumis à tout ou partie de la même réglementation d'usage, et ça concerne notamment certains psychotropes. La prescription des stupéfiants peut se faire sur un maximum de 7 jours pour les morphines injectables sans système actif de perfusion, maximum de 14 jours pour la méthadone, en prescription restreinte, délivrance par 7 jours, 28 jours pour les morphines à usage oral et pour le Subutex ou pour le Temgesic. Bref, vous apprendrez au fur et à mesure de ces prescriptions les conditions de leur utilisation. Ce qui est important à savoir, c'est que donc ces prescriptions de stupéfiants sont faites sur des ordonnances sécurisées et on donne le nom de la spécialité, puisque en gros, ce sont principalement des morphiniques, et donc si on mettait la DCI morphine, ça ne serait pas très précis. On doit prescrire en toutes lettres le nombre d'unités par prise, le nombre de prises et le dosage, la durée du traitement, le nombre d'unités de conditionnement, l'âge du malade. On peut demander le fractionnement de délivrance, c'est-à-dire obliger à ce que la prescription d'un stupéfiant soit délivrée par petites périodes. C'est pour éviter les malades qui sont en fait des toxicomanes qui viennent voir un médecin en espérant se refaire du stock. La durée de prescription effective correspond à chaque fraction. Et le prescripteur peut exclure le fractionnement, au contraire, en disant en délivrance en une seule fois, par exemple, quand on est en soins palliatifs et qu'on donne un traitement à un patient en fin de vie et où on sait que ce n'est pas un toxicomane à qui on a affaire. La règle du chevauchement, c'est l'interdiction que le médecin et le pharmacien, le médecin ne peut établir et le pharmacien ne peut exécuter une ordonnance pendant une période déjà couverte par une précédente prescription. Mais on peut déroger à cette règle à condition de préciser que c'est une ordonnance établie en complément de l'ordonnance précédente. Par exemple, si un patient a eu une prescription de morphine, mais parce qu'il adapte la posologie avec d'ailleurs l'autorisation de son médecin, en augmentant les doses, son stock va atteindre la fin de son stock, par exemple à J4, alors qu'il a une prescription pour 7 jours. Pour refaire une ordonnance, le médecin doit préciser ordonnance établie en complément de mon ordonnance du temps, celle qui s'est terminée à J4, de manière à ce que le pharmacien puisse délivrer. Le patient dispose de 3 jours pour se présenter dans une pharmacie pour la pleine exécution de la prescription. Au-delà de ces 3 jours, le pharmacien ne délivre des stupéfiants qu'à compter du jour où il lit l'ordonnance pour la première fois. Il remet au patient l'original de l'ordonnance et conserve un duplicata, et le duplicata est adressé à la caisse d'assurance maladie. Qu'est-ce qu'il faut dire aux patients? Pensez à faire renouveler à temps ces ordonnances, ne pas attendre plus de 24 heures, en fait c'est 3 jours pour aller voir le pharmacien. En général, ils sortent du cabinet du médecin et ils vont directement à la pharmacie. Mais surtout en cas de voyage à l'étranger, il faut avertir son médecin pour obtenir une autorisation de transport de stupéfiants adaptée à la destination choisie. Dans l'espace Schengen, c'est réglé par l'ARS du département où exerce le médecin prescripteur, avec un formulaire qui permet aux patients de voyager au sein de l'espace Schengen. Hors Schengen, il faut une autorisation du département des stupéfiants et des psychotropes de l'ANSM. C'est important parce qu'il y a des pays qui considèrent par exemple que l'efferalgan codéiné est une drogue, parce qu'il y a de la codéine et que la codéine se transforme en morphine, et donc on peut aller en prison parce qu'on a pris une prescription de codéine.
5 catégories de médicaments à prescription restreinte, j'insiste pas, réservés à l'usage hospitalier, prescription hospitalière exclusive, pardon, prescription hospitalière, prescription initiale hospitalière, prescription réservée à certains médecins spécialistes et les médicaments nécessitant une surveillance particulière. Vous avez en dessous les liens vers les listes des médicaments particulièrement bien documentés sur medispar.fr, qui est le site de référence de l'Académie de pharmacie et du Conseil de l'ordre des pharmaciens. Donc ça, ce sont des médicaments particuliers qui sont listés sur ce site que je vous invite à aller voir à la demande. Ensuite, les médicaments d'exception, à quelques exceptions près, ce sont les médicaments à prescription restreinte. Mais si un médicament à prescription restreinte est également un médicament d'exception, sa prescription doit être établie nécessairement sur une ordonnance de médicaments d'exception. Ces médicaments ne sont pris en charge que s'ils sont prescrits dans le respect des indications thérapeutiques prévues par la fiche d'information thérapeutique et retenues lors de leur inscription sur la liste des médicaments remboursables. Ils peuvent être prescrits en dehors de cette situation, mais dans ce cas-là, le patient n'est pas remboursé. Et là encore, pour plus d'informations, allez sur Medispar et sur Abidi. Le rôle du pharmacien. Le pharmacien, il valide, il surveille la prescription, ça engage sa responsabilité, il vérifie la régularité formelle, la date, l'identification du médecin, du malade, le libellé, la signature. Il exécute un contrôle technique sur la posologie de l'interaction. D'ailleurs, aujourd'hui, il reçoit des honoraires pour ce travail. S'il décèle un risque pour le patient par erreur, interaction, plusieurs ordonnances, des fausses ordonnances, il doit refuser la vente, demander la modification de l'ordonnance après accord avec le médecin prescripteur, d'où l'importance d'avoir ses coordonnées téléphoniques notamment pour être joint quand on est prescripteur. Le pharmacien a le monopole de la délivrance des médicaments. Il y a des rares dérogations, notamment dans les îles bretonnes. C'est une très bonne chose que le pharmacien soit le monopole de la délivrance des médicaments. Ça assure certainement la sécurité de la prescription en France. Il délivre pour la durée réglementaire, explique les conditions d'utilisation du médicament, s'assure que le patient a bien compris, donc ça duplique le rôle que normalement le médecin est supposé avoir fait. J'insiste sur le fait que c'est d'abord au médecin de donner ses explications, c'est lui le prescripteur. Et il peut, et maintenant en fait il doit exercer son droit de substitution d'une spécialité par un générique. C'est quelque chose qui est aujourd'hui obligatoire. La substitution d'une spécialité par un générique, c'est un droit accordé depuis 1999 qui est devenu une obligation, sauf 3 rares exceptions depuis le 1er janvier 2020. Ça permet aux pharmaciens de délivrer une spécialité différente de celle prescrite, dès lors qu'elle a la même composition de principes actifs, la même dose, la même forme pharmaceutique, sachant que toutes les formes orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique. Il s'agit de prescrire donc des génériques à un prix moins cher, sachant que c'est pas toujours moins cher, et que la différence porte éventuellement sur des excipients, notamment ceux à effet notoire, mais c'est pas un problème particulier pour la prescription de génériques. Le pharmacien n'a pas besoin d'en informer le prescripteur. Depuis janvier 2020, il y a 3 situations qui permettent au médecin de s'opposer à la substitution en indiquant devant le nom de la spécialité la mention non substituable. Ça doit pouvoir être motivé. Ça concerne les index thérapeutiques étroits pour une très courte liste de médicaments, les galéniques spéciales pédiatriques et les médicaments à excipients à effet notoire démontrés. Ce qui est résumé sur cette diapositive-là, les médicaments à marge thérapeutique étroite afin d'assurer la stabilité de la dispensation lorsque les patients sont effectivement stabilisés avec un médicament. Il y a seulement 13 médicaments qui sont sur cette liste. La prescription chez les enfants de moins de 6 ans lorsqu'aucun médicament générique n'a une forme galénique adaptée et que le médicament de référence disponible permet cette administration. Et enfin, pour un patient qui a une contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire présent dans tous les médicaments génériques disponibles, lorsque le médicament de référence correspondant ne comporte pas cet excipient, on peut exiger la substitution. Par ailleurs, si le patient refuse la substitution, il a parfaitement le droit de le faire. Le pharmacien respectera ça. À ce moment-là, il paye en totalité
sa prescription et il est remboursé sur la base du générique le plus cher avec la paperasserie qui s'attache à cette action. Les médicaments génériques, c'est donc la copie de l'original. L'avantage, en théorie, moins cher, en fait, pas forcément. Les inconvénients sont que c'est pas exactement le même produit. Il y a un argumentaire dont je vous ai donné le site ici, la liaison, qui explique en quoi c'est pas un problème. L'excipient peut différer et peut être un excipient à effet notoire. Donc voici la liste. En pratique, c'est pas vraiment un problème, sauf cas très particuliers. Et puis il y a toujours la pharmacovigilance qui n'est pas toujours aussi bien faite par les génériqueurs que par les laboratoires Princeps, mais les CRPV sont toujours là pour recueillir les effets indésirables. L'identification des génériques, c'est la DCI plus le nom du laboratoire. Et d'une manière surprenante, les génériqueurs ont obtenu le droit d'avoir des noms de fantaisie suivis de G, ce qui fait que, par exemple, pour le bisoprolol, il existe 3 formes. Le Bisos G générique du cardanciel, également commercialisé comme détentiel, à des doses différentes. Et donc, c'est certainement une source de complexité et d'erreur de prescription, peut-être pas, mais de prise des médicaments clairement. Enfin, je termine par les aspects juridiques de la prescription. Au regard du patient, c'est le code de déontologie qui, dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance, hein, le genre de phrase un peu molle dont on a le savoir-faire en France. La liberté de prescription connaît des limites techniques dans l'intérêt du malade, ça c'est le code de déontologie. Par ailleurs, le Code de la sécurité sociale détermine pour le médecin une obligation d'observer dans ses actes et prescriptions la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins, sans que cet intérêt collectif puisse prédominer sur l'intérêt du patient. Il doit être pris en considération par le médecin. Genre de phrase, je trouve absolument hypocrite, mais peu importe, c'est la loi, c'est la loi. Au regard de la responsabilité du prescripteur, il y a 2 cas de figure. Soit le médecin est un agent du service public et, sauf faute personnelle détachable du service, la responsabilité est celle de l'établissement public. En clair, si je mets mon point dans la figure d'un patient aux urgences parce qu'il s'agite, plutôt de lui prescrire un psychotrope, je suis hors de mon activité de service et donc je peux aller devant les tribunaux. Pour un médecin libéral, la question est, est-ce qu'il existe une faute au regard des données acquises de la science? Le médecin a le droit de sortir des recommandations officielles, mais il doit pouvoir le justifier, et la responsabilité est une responsabilité disciplinaire devant le Conseil de l'ordre. Je vous remercie de votre attention.